Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre émission aujourd'hui, on va notamment parler de politique. Les élections départementales et régionales approchent à grands pas. Mosaïque Cristal vous donne rendez-vous dimanche à 20 h pour une émission en direct sur les résultats du premier tour des élections. Au programme, focus sur les candidats des 3 cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines. Et tout de suite, dans le journal, voici les titres. SNCF Réseau réalise des travaux de mise en accessibilité de la gare de Sarreguemines. Depuis le 29 mars, les ouvriers sont à pied d'œuvre chaque nuit pour éviter de perturber la circulation des trains. Les quais devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes. Le coût du chantier s'élève à 6 100 000 €. Les kits de dépistage des laboratoires sont régulièrement mis à jour. Les variants du virus de la Covid-19 étant devenus trop nombreux, les laboratoires se focalisent désormais sur les mutations qui apparaîtront en priorité sur les résultats d'analyse des patients. Les scientifiques espèrent ainsi renforcer la stratégie vaccinale. Des conseillers numériques sont déployés sur le territoire français dans le cadre de France Relance. Dans notre secteur, les communes de Aachen et Frauenberg ont été sélectionnées pour une période test de 2 ans. Des ateliers de formation sont organisés pour apprendre à utiliser l'informatique. Tout le monde peut s'inscrire et y participer. L'exposition À pas de loup est visible à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche jusqu'au 3 juillet. Elle est le fruit d'un travail réalisé par les élèves de CM1 de l'école Pasteur de Bitche et de 2 classes de l'école de Lemberg. Pour faire ces affiches poétiques sur le thème du voyage, les élèves ont pu laisser libre cours à leur imagination pour les illustrations et pour l'écriture de poèmes. Le Kick Contact Sarreguemines est un club de boxe thaïlandaise. Il existe depuis 2003 et de plus en plus de filles y sont inscrites. Elles sont motivées et le palmarès du club ne cesse de grandir avec des titres français et mondiaux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est un projet global sur toute la France. SNCF Réseau réalise la mise en accessibilité de plusieurs gares. Un grand nombre sont concernés dans le Grand Est et la gare de Sarreguemines en fait partie. Les travaux ont démarré le 29 mars dernier et devraient s'achever à l'horizon de mai 2022. On fait le point avec Thibaut Desmerlet. Depuis le 29 mars, durant chaque nuit, les travailleurs sont à pied d'œuvre. Un chantier nocturne pour éviter de perturber la circulation des trains. La gare de Sarreguemines est en pleine transformation. Une mise en conformité est nécessaire. Elle doit être désormais accessible pour les personnes malvoyantes et les personnes à mobilité réduite. Plusieurs aménagements sont prévus. Donc les travaux principaux, ça va être des travaux de quais pour rénover les quais, les mettre à la bonne hauteur pour éviter que les gens n'aient pas de marche à avoir pour monter dans le train. Et c'est aussi mettre en place des ascenseurs. Un ascenseur sera donc installé sur chacun des 3 quais. Pour créer la fosse et mettre en place toute la machinerie, il faut creuser, mais une difficulté s'est ajoutée dans cette étape. Les travailleurs sont tombés sur de l'eau. La difficulté qu'on va avoir à Sarreguemines, c'est la proximité de la nappe phréatique. Donc il y a des précautions à prendre au niveau des travaux pour rendre étanches les fosses des ascenseurs pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Une opération délicate du chantier qui fait partie de la phase génie civil qui durera jusqu'en novembre. Pendant cette période, les abris, appelés marquises, seront prolongés jusqu'au futur cage d'ascenseur. Des câbles sont tirés pour les lampadaires et les quais seront terrassés et recouverts de bitume. Avec un coût de 6 100 000 €, le chantier prendra fin pour mai 2022. Il faudra encore patienter avant de voir le nouveau visage de la gare de Sarreguemines. Saviez-vous que la souche originelle du Covid-19 n'existe plus? Dès son apparition, le virus n'a jamais cessé de développer des variants qui ont ensuite pris le dessus, car plus résistants, et permettaient une circulation du SARS-CoV-2 plus rapide. Pour comprendre et adapter les stratégies sanitaires et vaccinales, les laboratoires ont régulièrement mis à jour leur kit de dépistage. Depuis juin, un nouveau kit permet de détecter le variant indien. On fait le point avec une biologiste.
Alors, la tendance, c'est qu'effectivement, le variant dit anglais, celui qu'on a recherché initialement dès le mois de février, c'est bien implanté sur le territoire et circule largement sur le territoire. Là où on avait le variant dit sud-africain brésilien qui nous avait inquiété un petit peu début février, en Moselle-Est notamment, celui-là a finalement un peu régressé par rapport au variant anglais et nous n'avons pas du tout détecté pour l'instant de variant indien. Mais les données autour de ce dernier variant sont assez récentes et les scientifiques ne peuvent faire que des suppositions. Une seule certitude, il présente 2 mutations au nom un peu barbare, la mutation E484Q qui renforce le virus face aux vaccins et aux anticorps, et la mutation L452R qui accentue sa transmission. Nous, on sait très bien que les virus sont très intelligents, ils cherchent à trouver des subterfuges pour pouvoir contaminer, se reproduire et répliquer constamment. Les laboratoires changent donc de stratégie. Les variants devenus trop nombreux n'ont plus d'intérêt à être dépistés. Ce sont maintenant les mutations qui apparaîtront en priorité sur les résultats d'analyse des patients. À compter d'aujourd'hui, on utilise un nouveau test de criblage qui recherche donc des mutations qui nous semblent des mutations clés, qui présentent un intérêt fonctionnel puisqu'on a l'impression que le virus qui possède ces mutations va être de plus en plus résistant au vaccin et donc devenir moins contrôlable. En se focalisant là-dessus, les scientifiques espèrent renforcer la stratégie vaccinale, ce qui pourrait se traduire par exemple par la modification de certains vaccins. Le coronavirus a aussi démontré l'importance du numérique et des nouvelles technologies. 13 millions, c'est le nombre de Français éloignés du numérique. Pour pallier ce manque de connaissances en informatique, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne. Former et déployer 4000 conseillers numériques sur l'ensemble du pays. Sur notre secteur, 2 communes ont été sélectionnées pour une période test de 2 ans. Arennes et Frauenberg. Ces conseillers numériques proposent des ateliers de formation. Une première séance s'est d'ailleurs tenue à Frauenberg début juin. Reportage. Apprendre à se servir d'un clavier d'ordinateur, envoyer des mails, naviguer sur Internet ou encore remplir ses impôts en ligne. Voilà ce qu'enseignent les conseillers numériques durant les ateliers de formation. Alors le conseiller numérique, il est un petit peu polyvalent parce qu'il va aider autant la personne à devenir autonome dans ses démarches, à pouvoir explorer un petit peu tout le champ du numérique, tous ses avantages et à le faire de manière sécurisée. C'est dans le cadre de France Relance que ces conseillers numériques ont été déployés dans le pays. 250 millions d'euros ont été alloués à ce projet afin de rapprocher le numérique du quotidien des Français. Pour les plus jeunes, le numérique, c'est plutôt une évidence, mais pour les moins jeunes, c'est parfois plus compliqué, d'autant plus en cette période de crise sanitaire. Assez important parce que déjà vu le contexte aujourd'hui, on a vu qu'on a tous été un petit peu basculés là-dedans. Donc il y a certaines personnes qui l'ont subi aussi et justement pour ne pas se mettre de frein et pour pouvoir avoir les mêmes chances que tout le monde, s'ouvrir au numérique, ça devient maintenant indispensable finalement. Et c'est pour cette raison que Patricia et Lucien se sont inscrits à cette séance de formation. Pour me familiariser avec l'informatique et puis enlever la crainte que j'ai pour manipuler les ordinateurs. Parce qu'on nous demande de plus en plus sur l'informatique et puis j'avais vraiment qu'une petite base. Alors je me dis on peut toujours apprendre, mais tout l'administratif va passer par l'ordinateur. Alors autant apprendre. Cette inclusion au numérique se fera étape par étape et de nouvelles dates de formation seront bientôt accessibles. Pour l'instant, seules les communes de Arennes et Frauenberg disposent d'un conseiller numérique. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être originaire de la commune pour en profiter. Tout le monde peut s'inscrire aux ateliers ou bien prendre rendez-vous avec les conseillers numériques directement en mairie. On parle politique à présent. François Hollande était en visite à Metz hier matin. L'ancien président de la République est venu visiter le chantier de l'ancienne maison de famille située près de la gare et qui deviendra une auberge de jeunesse à revenus très modérés. Anne-Sophie Gros était sur place.
Les travaux ont pris du retard, mais l'auberge de jeunesse verra bien le jour d'ici une quinzaine de mois. Initié par l'association Carrefour Metz, ce projet permettra à des jeunes de se loger à bas coût et embauchera de jeunes travailleurs sociaux. Et c'est en tant que président de la fondation La France s'engage que François Hollande a apporté son soutien à ce projet, car pour lui, cette auberge de jeunesse est éloquente en matière d'innovation sociale. Il va permettre d'accueillir des publics très différents, pour leur donner une formation, une insertion, une capacité à pouvoir réussir leur vie, offrir des qualifications permettant à des jeunes de trouver un emploi. Et aussi donner à la ville de Metz un équipement supplémentaire en termes d'accueil de jeunes, en termes aussi d'hospitalité. Après la visite du chantier, François Hollande est allé à la rencontre des jeunes et des travailleurs sociaux de l'association Carrefour. Durant près d'une heure, ils ont pu échanger et expliquer leur parcours à l'ancien président de la République. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous étaient stressés, mais aussi très heureux de pouvoir discuter avec une personnalité politique telle que François Hollande. C'était beaucoup stressant en fait. Parce que je ne pensais jamais rencontrer un président de la République. Mais j'ai quand même eu le courage de lui parler de mon parcours et c'était vraiment une grande expérience. Je voulais lui expliquer que le golf, je trouve que c'est un sport qu'il faudrait qu'on démocratise plus, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dessus. Et en plus de ça, il avait l'air assez d'accord avec toi, François Hollande. Ah, c'est ça, c'est super, c'est ça qui est cool. Et moi j'ai beaucoup aimé lui parler, ça fait bizarre un peu, de parler à un président comme ça, qui était à la télé, aux infos, etc. Et donc voilà, je trouve ça super. Cette rencontre, c'était aussi l'aboutissement d'un accompagnement au quotidien de la part de l'association Carrefour. Je pense que c'est très important qu'ils aient le sentiment d'être écoutés parce qu'ils n'ont pas un parcours facile et pourtant c'est des jeunes qui sont très très investis et très courageux. Et on les accompagne du mieux que possible même si c'est pas toujours facile. Durant cette visite, François Hollande en a aussi profité pour dédicacer sa bande dessinée, Leur République expliquée aux jeunes et moins jeunes, et aussi faire quelques selfies. Et on ne le répétera jamais assez, dimanche, c'est le premier tour des élections départementales et des élections régionales. Vous voterez d'un côté pour un binôme de candidats dans votre canton et d'un autre côté pour une liste à l'échelle du Grand Est. Certains candidats se présentent d'ailleurs aux deux élections. Alors qu'en est-il du cumul des mandats? Voici les explications de Thomas Drouin. Si vous avez étudié attentivement les listes des régionales et les binômes des départementales, vous avez sans doute remarqué que certains candidats se présentaient aux deux scrutins et espèrent donc être doublement élus. L'occasion de rappeler ce qui est possible ou pas concernant le cumul des mandats. La règle est relativement simple, on ne peut pas avoir plus de 2 mandats locaux. Il est donc tout à fait possible d'être conseiller départemental et conseiller régional. Il n'est par contre pas possible d'être simultanément conseiller dans 2 départements différents ou dans 2 régions différentes. Pas plus de 2 mandats locaux, cela veut dire aussi qu'un conseiller municipal ne peut pas siéger à la fois au département et à la région. Cela fait un mandat de trop. Mais si ce n'est que dans l'un des 2, c'est bon. Reste le cas particulier des élus nationaux, c'est-à-dire les députés, les sénateurs et les députés européens. Eux aussi peuvent se présenter aux élections départementales ou régionales, mais ils ne peuvent pas avoir plus d'un mandat local. Et ils ne peuvent pas devenir président ou vice-président des conseils régionaux ou départementaux. Plus fort ensemble avec Jean Rotner, c'est la 8e et avant-dernière liste en lice pour les élections régionales dans le Grand Est. Jean Rotner a répondu aux questions de Julia Bitran. Regardez. La 8e des 9 listes en lice pour les élections régionales s'intitule Plus fort ensemble avec Jean Rotner, menée par le président sortant. Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Dites-nous quelle est l'action menée par la région Grand Est dans cette dernière mandature dont vous êtes le plus fier? Je ne sais pas s'il y en a une, mais c'est le très haut débit, l'arrivée du lycée 4.0 et le fait qu'aujourd'hui on soit la première région productrice d'énergie non renouvelable. Et quel est maintenant votre cheval de bataille pour les années à venir? La sécurité, mais pas forcément la sécurité régalienne, la sécurité, la protection des individus. C'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité environnementale, c'est la sécurité régalienne effectivement, c'est le soutien aux petites communes, à la ruralité. Quand j'annonce aujourd'hui que je soutiendrai par exemple l'installation de la vidéosurveillance dans les petites communes, je crois que c'est un soutien important parce que les gens l'attendent, parce que les maires l'attendent.
concrètement, dans les actions, dans votre programme, de votre liste, quels sont les projets qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines? Alors, il y en a un concret qui va faire on va dire le cheval qui enjambe 2 mandats. C'est par exemple la création d'un nouvel institut de formation de soins infirmiers à Sarreguemines. Pourquoi? Parce que je m'engage à former 2000 infirmières supplémentaires, 2000 aides-soignantes supplémentaires, 2000 auxiliaires de vie supplémentaires, parce que la vie a changé depuis la pandémie, on le sait, et qu'aujourd'hui c'est sur le terrain, sur les territoires, que nous devons avoir du personnel formé pour s'occuper de nos aînés, mais aussi pour s'occuper de nous en cas de pandémie. Alors justement, après plus d'une année de crise sanitaire, le mieux vivre devient une priorité. Quelles leçons le Grand Est va-t-il ou devrait-il en tirer? Une force et de l'humilité. De l'humilité parce que je crois que moi j'ai appris aussi par rapport à ce petit virus à être extrêmement modeste, à savoir que nous étions dominés par quelque chose que nous ne maîtrisions pas tout de suite. Puis on a su serrer les coudes, on a su créer l'équipe de France du Grand Est et se donner des lignes directrices d'un point de vue économique, créer un plan de relance unique en France avec l'État. Et aujourd'hui, notre industrie n'a pas chuté, même s'il y a des questions sur l'industrie automobile par exemple. Et ici, on le sait parfaitement, nous avons résisté. Et cette résistance, ça nous fera gagner là aussi des atouts absolument supplémentaires pour l'avenir. Il faut que nous rebondissions. Je veux faire du Grand Est le quartier général de la relance et du retour à la vie normale. Et alors, de manière générale, quels sont vos arguments? Pourquoi les électeurs devraient-ils faire confiance à votre liste? Si vous le désirez, vous pouvez vous adresser à eux en regardant directement vers l'objectif. Mais déjà, je vous regarde vous, puisque vous m'avez interviewé. Pourquoi faire confiance? Parce que je crois qu'ils savent qui nous sommes, ils savent qui je suis. J'ai été particulièrement engagé pendant cette crise, particulièrement engagé pour notre région, pour la Moselle en particulier, qui a beaucoup souffert également. J'ai su élever la voix quand il le fallait, j'ai su entraîner, mouiller le maillot pour que nous puissions tous gagner. Je suis fier de notre région, je suis fier de la Moselle, je suis fier de l'Est de la France et je souhaite que, plus que jamais, que nous puissions en tirer les conséquences et que, en termes de sécurité, en termes de relations humaines, en termes là aussi de respect de la valeur travail, nous puissions aujourd'hui être plus forts et être gagnants. Je veux que le Grand Est soit une région gagnante. Eh bien, début de verdict le 20 juin, au soir du premier tour des élections régionales, et puis le deuxième tour le 27 juin. On marque tout de suite une courte pause, le temps de s'intéresser aux prévisions météo de Sandrine. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, ça y est, les roundballers sont sortis. Sortez vos appareils photo, c'est le moment pour faire de jolis clichés de saison. Les agriculteurs ont dû attendre que le beau temps revienne pour faucher et laisser sécher l'herbe au sol, avant de pouvoir enfin venir la presser en botte. Les premières ramasseuses presses sont apparues en 1945. Avant ça, le foin était entassé en forme de meule ou stocké en bottes rectangulaires. Elles resteront encore quelques semaines dans notre paysage avant d'être ramassées. Et côté météo, le beau temps sera toujours de la partie demain. Le soleil sera encore généreux tout au long de la journée et les températures vont encore augmenter avec 17 à 20 degrés prévus pour les minimales et jusqu'à 32 à 34 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Jean-François et il fera jour de 5h26 à 21h38. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch.
Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Souvenez-vous, en décembre dernier, on vous présentait l'Eden Box, la box solidaire du pays de Bitche. À l'origine, c'était un partenariat qui rassemblait les artisans et commerçants du secteur afin de proposer un packaging avec des produits locaux. Depuis peu, Eden est devenue une association et proposera d'ici l'été 3 nouvelles boxes, une pour les adultes, une pour les enfants et une box familiale. Elles seront disponibles à partir du 21 juin prochain dans les points de vente des entrepreneurs adhérents. Vous trouverez la liste des partenaires, le contenu des boîtes et les tarifs sur la page Facebook de l'association Eden Moselle-Est. Une exposition réalisée par des jeunes est actuellement en place à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Ils ont découvert en avant-première le résultat de leur travail. Marie-Morgane Pires s'est glissée au vernissage. Regardez. La panthère voyage dans une fusée, le flamant rose répare une horloge, le lion et le zèbre jouent à saute-mouton. Voici un texte que Nella a écrit avec plusieurs de ses camarades. Élève en CM1 à l'école Pasteur de Bitche, elle a participé à un atelier d'écriture initié par le poète Patrick Dubois en février dernier. En plus de cette classe, 2 autres de l'école de Lemberg ont pris part à ce projet. Ils ont pu laisser libre cours à leur imagination, tant pour l'écriture de poèmes que pour les illustrations sur le thème du voyage. Ça représente un peu la galaxie, moi je pense. Ça représente un peu l'univers et tout ça. Moi j'aime bien. Pour les aider à réaliser leurs dessins, ils ont été guidés par Mizuo Fujisawa, illustratrice. Je félicite surtout les élèves qui ont pu participer pour votre belle réalisation et j'ai beaucoup apprécié à lire vos poèmes aussi. La technique utilisée pour ces affiches poétiques est particulière. En fait, c'est du papier, mais qui est très facile à déchirer. Mais il faut coller, mais c'est très compliqué à faire des formes et tout ça. Leur travail est visible à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. L'exposition nommée À pas de loup sera en place jusqu'au 3 juillet. On s'intéresse au sport à présent. Le kickboxing, le K1 et le Muay Thai, ce sont les 3 disciplines pratiquées par le Kick Contact de Sarreguemines. Le club a été créé en 2003 et compte une 50aine de membres. Comme la plupart des activités sportives, la boxe n'a pas été épargnée par la crise sanitaire. Le club a rouvert ses portes l'été dernier, une reprise difficile avec très peu de compétition. Seule possibilité pour les boxeurs et les boxeuses, s'entraîner. Ils nous ont ouvert leurs portes en octobre dernier. Regardez. Quelle qualité est-ce qu'il faut pour pratiquer ce sport? Aucune. Il suffit de venir. Ce sport, c'est la boxe thaïlandaise. Bienvenue au Kick Contact Sarreguemines. Ici, on pratique 3 types de boxe. Le kickboxing, où seuls les poings sont autorisés. Le K1, qui ajoute un coup de genou. Et le Muay Thai, qui associe poings, genoux, coudes et projection. Le club a vu le jour en 2003 et a plusieurs ceintures mondiales à son actif, les titres masculins et féminins. Depuis la reprise l'été dernier, le club accueille plus de filles que de garçons. Toutes les jeunes que j'ai en cadet minime sont toutes minimes aux championnes de France, aux championnes d'Europe, aux championnes du monde, amateurs bien sûr. Maintenant il y en a de plus en plus qui viennent, c'est très bien parce que les filles sont un peu plus sérieuses que les garçons.
Parmi elles, il y a Luana, 17 ans. Elle pratique le Muay Thai depuis 6 ans et a déjà un beau palmarès, championne de France, d'Allemagne et du monde en junior. Désormais, elle fait partie de la cour des grands. Elle aimerait devenir boxeuse professionnelle. Je voulais apprendre à me battre. Si un jour dans ma vie j'étais amenée par exemple à avoir des problèmes avec des gens, savoir me battre, je pensais que c'était important. J'aime la discipline, c'est un sport qui est complet, on apprend plein de choses et puis il y a le respect aussi envers son adversaire, c'est important je pense. Ça nous permet de se dépasser, voir ses limites, voir ce qu'on est capable de faire. Tout le monde peut faire ça si on est motivé, si on a l'envie. Certaines personnes ça les apaise, pour d'autres ils arrivent à s'extérioriser. C'est ça qui est bien, on arrive à trouver un bien-être en se défoulant, sans se faire mal bien sûr. Je vais vous présenter un enchaînement en Muay Thai. On va faire gauche-droite, coude et puis un genou derrière. Les entraînements sont mixtes. Échauffement, partie technique et pratique, tout le monde travaille ensemble. Avec les garçons, on encaisse plus et c'est important d'encaisser les coups pour pouvoir les rendre derrière. C'est une très très bonne ambiance, si tout le monde s'entend bien, c'est comme une famille en fait. Personnellement, j'aimerais en continuant de m'entraîner, pouvoir participer au championnat du monde et puis continuer comme ça dans cette lancée. Plusieurs championnats ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Malgré le manque de visibilité sur les compétitions à venir, les boxeurs et boxeuses du kick contact se tiennent prêts. Gilles, l'entraîneur, reste optimiste. Des combats, il y en aura de toute façon. Des combats, il y en aura toujours de toute façon. Allez, pour le kick contact! Et je vous le rappelle, ces images ont été tournées en octobre 2020. Après le second confinement, seuls les jeunes avaient repris une activité au sein du Kick Contact Sarreguemines. Pour les adultes, les sports de contact en intérieur seront à nouveau accessibles le 30 juin prochain. Les hommes de paille en plein milieu des champs, c'est terminé. La technologie s'invite dans les prés. À Mai, un agriculteur a fait appel à un pilote de drone pour faire fuir les corvidés qui pillent les cultures. Un drone en forme de faucon, voilà l'épouvantail 2.0. C'est un reportage de Jean Milon. Frédéric aurait bien pu être le héros d'un célèbre film d'horreur des années 60, car avec son drone faucon, les corvidés, autrement dit les corbeaux, corneilles et autres pies, détalent en un instant. Si je veux commencer à effaroucher une zone où il y a des corvidés, je vais essayer de me placer pas forcément au plus près, mais là où je peux bien les voir et là où je peux bien manipuler mon drone. Cette technique d'effarouchage a émergé lors d'une rencontre entre un bureau d'études et un fauconnier. Les lignes à haute tension ici trop dangereuses pour l'animal. C'est un faucon en polystyrène et avec un moteur qui chasse les corvidés. Il commence déjà à se sauver. Ça n'a rien à voir au drone traditionnel. C'est vraiment tout se fait à vue. Et il n'y a pas de retour automatique au point de départ. Si Frédéric fait voler son drone depuis quelques semaines au-dessus de ses terres, c'est que Franck, fils et petit-fils d'agriculteurs, voit sa parcelle de 30 hectares dépouillée. L'année dernière, il a dû ressemer presque la moitié. Les corvidés viennent manger toutes les graines de maïs quand elles lèvent. On met 100 000 grains à l'hectare, donc ça fait 10 grains au mètre carré. Si les corbeaux nous mangent les 10 graines sur un mètre carré, vous imaginez bien qu'il n'y a plus rien, quoi. Bon, alors moi je suis pas un corvidé et le maïs je le prends sous forme de popcorn. Avant le drone faucon, Franck a testé de nombreuses techniques pour faire fuir les nuisibles. Épouvantail classique ou mouvant, coup de canon, présence humaine, à chaque fois ils se sont habitués. Alors cette année avec Frédéric, il développe une étude de leur comportement. Il faut essayer de décrypter leur cycle, où ils vont, quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils partent, à quelle heure ils arrivent. Donc tout ça c'est du travail. J'ai pas fait que voler, j'ai essayé de me documenter un maximum. J'ai essayé d'affiner mon pilotage pour qu'il soit le plus représentatif en termes de prédateurs pour le corvidé. Si cette méthode semble fonctionner, Franck souligne une surpopulation problématique. Le seul moyen de réduire les pertes serait alors de réguler leur nombre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. Prenez soin de vous et à demain.